13 civils ont été tués dans une embuscade tendue dans la localité de Maïmona, à 40 km de la ville de Béni, par des membres présumés des groupes armés des ADF. Selon le directeur de l'hôpital d'Oicha, il s'agit de 12 adultes ainsi qu'un enfant. Et où en est-on avec l'exécution du projet Tilé-Gelou? C'est l'essentiel de la question écrite du député national Claudel Loubaya au ministre des ITPR sur l'état d'avancement et des financements ainsi que de la mise en œuvre du vaste projet routier lancé par le chef de l'État le 17 mars dernier. Et puis nous irons au Japon pour parler du début des 32e Jeux olympiques qui s'ouvrent à Tokyo ce vendredi dans un contexte particulier de la crise sanitaire. Les athlètes congolais vont entrer en scène dès demain dans 4 disciplines. Ils sont au total au nombre de 7 qui représentent la RDC au JO. Bienvenue à vous tous et merci de votre fidélité. Deuxième jour du séminaire du gouvernement lancé hier par le chef de l'État au Kempinski Fleuve Congo Hôtel. La formation vise à créer une dynamique de gouvernance publique qui repose sur la culture de la performance. Le chef de l'État a rappelé aux membres du gouvernement qu'ils ne sont pas là pour se conformer aux exigences de leur parti politique. Pendant 3 jours, soit du 22 au 24 juillet, les membres du gouvernement de l'Union sacrée de la nation vont s'imprégner de la vision du président de la République et l'intérioriser en vue d'imprimer une dynamique de changement par la culture de l'excellence pour plus d'efficacité dans l'action. Il s'agit, comme l'a souligné le secrétaire général du gouvernement, de créer la cohésion nécessaire dans la réalisation des objectifs du programme d'action du gouvernement. Dans son discours d'ouverture et d'orientation, le président de la République a d'emblée rappelé le contexte ayant prévalu à l'investiture du gouvernement, avec à la clé son discours prononcé le 6 décembre 2020 à l'issue des consultations nationales. Un consensus s'y était largement dégagé sur la nécessité d'entrer en guerre contre toutes les dérives et pratiques malveillantes qui hypothèquent tout espoir de construire un Congo plus beau qu'avant, a-t-il indiqué. Le président de la République a par ailleurs martelé sur la nécessité pour ce gouvernement, investi par une très large majorité des députés, de concrétiser sa vision à travers les différents piliers déclinés par le Premier ministre lors de son investiture, dont l'urgence de pacifier les régions de l'Est et de faire reculer définitivement la pauvreté. Il a par ailleurs exhorté les membres du gouvernement à privilégier la solidarité gouvernementale et surtout à se soumettre aux directives ainsi qu'au leadership du Premier ministre et chef du gouvernement. Il n'y a pas de place pour satisfaire les caprices de quelque autorité morale que ce soit, ni pour vous conformer à la logique de vos partis, a souligné le chef de l'État. Pour le président Félix Tshisekedi, un seul leitmotiv est censé animer les membres du gouvernement, celui de faire tout ce qui est possible afin d'améliorer les conditions sociales de la population. En termes de gouvernance publique, il a soutenu que ce séminaire gouvernemental sera aussi l'opportunité d'affirmer l'importance de l'évaluation des actions prises pour s'assurer de leur mise en application effective et de leur impact potentiel sur les populations. Et les combattants ADF ont tendu une embuscade à un véhicule de marque Fuso l'après-midi d'hier jeudi à la hauteur du village Kapoka situé à l'ouest d'Oicha dans le territoire de Béni au nord Kivu. Selon la société civile locale, le bilan fait état d'au moins 13 civils décédés à côté de 5 blessés et plusieurs autres personnes portées disparues. Le véhicule a été incendié par les ADF. Et une centaine de combattants du groupe armé APCLS, Alliance de Patriotes pour le Congo libre et souverain, se sont rendus au FARDC avec 40 armes et 3 lances. Ils ont été présentés hier jeudi à Massila, au centre, à environ 80 km de la ville de Goma, au commandant des opérations Sokola 2, le général de brigade Évariste Lumbu. Reportage de Pacheco Kavudama.
Il s'agit d'une importante branche du groupe armé APCLS de Janvier Karairi, opérant en territoire de Massissi au nord Kivu qui a fait reddition. Dirigé par le général autoproclamé Paul Maïché, ce dernier s'est rendu au FRDC avec ça un combattant et 40 armes. Ces combattants disent avoir déposé les armes pour aussi contribuer à la paix. Kulingana na ordre yenye President Felix Tshisekedi ametosha. Sisi wote tunakubali kurudisha amani ndani ya nchi yetu. Kwa hivyo tumekuja tunachunga guvernema ya nchi itupangie tusaidiane kufanya kazi pamoja na wengine. Ces combattants rendus ont été présentés par l'administrateur militaire du territoire de Massissi au commandant des opérations Sokola 2, le général de brigade Évariste Lumbu. Dans son adresse, il a remercié ces combattants pour avoir accepté de déposer les armes, un geste très significatif pour l'armée congolaise à cette période de l'état de siège. Chaque jour qui passe, nous ne cessons de mener des opérations de grande envergure, mais aussi de faire une pression très soutenue sur les groupes armés de manière à ce que, dans un bref délai, que notre zone de responsabilité soit pacifiée. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes venus avec vous, n'est-ce pas, assister à la reddition de l'APCLS de Janvier Karairi. Vous venez de voir qu'il y a une soixantaine d'hommes qui viennent de se rendre avec autant d'armes que nous venons de vous présenter. Ces combattants APCLS opéraient dans les villages Mafoui, Kihuma et Shoa en territoire de Massissi. Ils ont été directement conduits en ville de Goma en attendant d'être cantonnés dans un centre qui reste à déterminer par la 34e région militaire. Et puis je le disais, le député national André Claudel Loubaya veut voir clair sur l'état de financement, d'avancement et de mise en œuvre du projet Tilé-Gelou. 4 mois après son lancement par le chef de l'État, l'élu de Kananga a adressé une question écrite au ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics à ce sujet. Au total, 11 éléments d'information sont demandés au ministre par le député. Des questions se rapportant au coût global du projet ainsi que sur les sources de son financement et des questions sur le niveau réel de libération des fonds destinés aux travaux. Et le sénateur Denis Kambaye a décerné hier jeudi un diplôme d'honneur à Jean-Marie Kassamba, patron de l'Espace 50, pour ses loyaux services rendus à l'Espace du Grand Kasaï depuis le règne de l'ancien président de la République Joseph Kabila en matière notamment de communication et de visibilité ainsi que pour sa réélection à la tête de l'UNPC. Après plusieurs années de loyaux services rendus à la nation congolaise et à l'espace Grand Kasaï, le directeur général de l'espace 50 et président de l'INPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, vient d'être honoré cette fois-ci par la synergie des notables et associations de l'espace Grand Kasaï qui lui a décerné un diplôme d'honneur. Nous sommes dans les bureaux du président de l'INPC Kinshasa quand on annonce à Jean-Marie Kassamba l'arrivée d'une délégation de la CNAGK conduite par le président international, le sénateur Denis Kambaye. Président du Grand Kasaï, en commandant suprême. Sur place, ce sont des éloges en l'honneur du directeur général de l'espace 50 et président de l'INPC Kinshasa. Important pour nous au niveau du Grand Kasaï parce que même Jésus lui-même, il avait dit « Allez, faites de toutes les nations les disciples, mais en commençant par Jérusalem ». Jean-Marie Kassamba a une famille biologique et c'est un grand responsable qui a innové. Le pourquoi on est là d'abord pour ces deux objectifs. D'abord, il a innové dans le monde des médias. Vous savez, pour des Quinois et des gens qui connaissent ici, nous avons connu 2 aînés à nous aussi. Mais quand Jean-Marie est arrivé dans ce monde de communication, vous avez vu l'innovation. Actuellement, personne qui voudrait que sa communication puisse porter très loin ne puisse pas penser à Télé 50. Donc par rapport à cela, nous devons vraiment le féliciter et l'encourager et de continuer par rapport à cet exemple dans le monde des communications en ce qui concerne les médias privés et commerciaux, parce que ça, c'est un travail excellent. Vient le moment de lui remettre les diplômes d'honneur de la CNAGK accompagné de tant d'autres cadeaux d'honneur. Merci. Merci beaucoup. Merci. Jean-Marie Kassamba s'est dit flatté par ce geste d'encouragement qu'il a accepté volontiers. Je suis à la fois un homme heureux d'être reconnu par le mien, reconnu par celui qui est à la tête de la synergie du Grand Kasaï pour le travail que nous faisons.
d'abord pour notre pays, mais aussi c'est pour les rayonnements du Kasaï. Denis Kambaye, pour ceux qui ne le connaissent pas, est le symbole de ce que le Kasaï peut avoir comme leader qui non seulement travaille pour le rayonnement du Grand Kasaï, mais surtout pour la cohabitation pacifique entre toutes les ethnies, toutes les provinces de notre pays. Leur agenda étant chargé, juste après une photo de famille, Denis Kambaye a pris la direction du Grand Bandundu où il doit continuer sa mission de sensibilisation sur l'unité nationale et le vivre ensemble communautaire. Et à l'initiative du ministre de l'EPST, Tony Mwaba, les ministres provinciaux participent à un atelier sur l'état des lieux en province du sous-secteur. Ils se retrouvent à partir de ce vendredi au Sultani Hotel. Face aux différents maux qui gangrènent le sous-secteur de l'EPST, cette rencontre se veut un cadre d'échange, d'idées et de stratégies en vue de trouver des solutions adaptées pour redresser le niveau et la qualité de l'enseignement dans le pays, a dit le secrétaire général ad intérim à l'EPST, Christine Nepanepa. Le ministre Tony Mwaba Kazadi a dans son discours d'ouverture invité les participants à lutter contre toute forme d'antivaleurs dans leurs provinces respectives et à mettre fin à toute forme de conflit. Le professeur Tony Mwaba Kazadi a fustigé l'interférence des gouverneurs dans la mise en place des cadres de l'EPST, tout en rappelant que le monopole de l'éducation appartient à l'État. S'agissant du baisse de la qualité de l'enseignement dans le pays, le ministère de l'EPST est sur les bancs des accusés. Le ministre le sait. C'est ainsi qu'il a souligné la nécessité de remettre le pendule à l'heure en opérant un changement qualitatif en vue d'obtenir des résultats à court et moyen terme. La clôture de cet atelier est prévue pour 16 heures. Les ministres provinciaux prennent part à cet atelier, les représentants de la société civile, les membres du syndicat, les partenaires éducatifs, les inspecteurs généraux adjoints, les directeurs des services centraux, l'inspecteur général et les directeurs du service de contrôle et de paye des enseignants. Et en Afrique, en Côte d'Ivoire particulièrement, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara devraient se rencontrer ce 27 juillet au palais présidentiel. D'après la date annoncée par le gouvernement ivoirien à l'issue du Conseil des ministres, une rencontre qui n'a pas encore été confirmée par le camp de l'ancien président ivoirien. Les contacts est donc finalement renoué entre les deux hommes. Vers un rapprochement entre l'actuel président Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo, c'est la question qui préoccupe plus d'un analyste après l'annonce par le gouvernement ivoirien d'une rencontre entre les deux personnalités le 27 juillet prochain. Une nouvelle qui intervient quelques temps après le retour de l'ex-président ivoirien au pays qui n'a pas encore révélé publiquement jusqu'ici son intention de faire alliance avec son ancien adversaire de l'élection présidentielle de 2010. Si pour certains, cette rencontre concrétise la volonté du président ivoirien de prôner la réconciliation et le dialogue, pour d'autres, c'est peut-être le début d'une nouvelle dynamique politique centrée sur l'intérêt du peuple ivoirien. La présidence ivoirienne n'avait pas apprécié le comportement de Laurent Gbagbo depuis le 17 juin, le fait que l'ancien président ne se soit pas arrêté au pavillon présidentiel mis à sa disposition à l'aéroport. Ses déclarations à France 24 sur la crise de 2010 n'ont pas également rencontré l'assentiment des proches de l'actuel président. Dans l'entourage de Laurent Gbagbo, on assure que cette rencontre annoncée est un signe de respect des valeurs africaines qui veulent que le cadet rende une visite de courtoisie à son aîné et qu'il ne faut pas en attendre un contenu politique hors de la portée symbolique évidente. Depuis son retour en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo est en effet au centre du jeu politique ivoirien. Alors que ses partisans insistent volontiers sur son souhait de travailler en faveur de la réconciliation nationale, l'ex-président s'est montré souvent offensif et a rappelé à plusieurs reprises qu'il comptait toujours jouer un rôle politique. Lors de sa récente rencontre avec son nouvel allié, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo avait insisté sur le respect des textes, faisant ainsi référence au troisième mandat contesté auquel a été réélu Ouattara le 31 octobre 2020. Et après les inondations qui sont à la base de la mort de 51 personnes en Chine, le pompage d'eau a démarré à Zhengzhou, la capitale de la province du Henan, au centre du pays la plus touchée par cette catastrophe. Ces inondations dévastatrices ont endeuillé le centre de la Chine depuis les mardis. Selon le décompte actualisé ce vendredi matin par les autorités locales, une cinquantaine de personnes sont mortes.
Avec près de 100 millions d'habitants, le Henan, la troisième province chinoise la plus peuplée, a connu des précipitations historiques, laissant derrière elle des rues transformées en torrents de boue. Sa capitale, Zhengzhou, a été particulièrement meurtrie au point qu'une rame de métro a été engloutie, le mardi faisant 12 morts. Lors de ces intempéries, plus de 4000 personnes ont été évacuées. Des dégâts matériels estimés à 65 milliards d'euros ont été enregistrés. À Zhengzhou, métropole de 10 millions d'habitants, pompiers et secouristes s'activent avec d'immenses pompes pour retirer les volumes d'eau accumulés dans les rues. Les fortes pluies se concentrent désormais au nord de la province où elles entraînent des inondations catastrophiques d'après l'agence française de presse. Et en Haïti, les circonstances de l'assassinat du président Jovenel Moïse restent non encore élucidées malgré les multiples arrestations. Les funérailles, elles sont organisées ce vendredi au nord du pays, à Cap-Haïtien, 2 semaines après l'assassinat intervenu dans sa résidence privée. La dépouille sera exposée le temps des funérailles où sont attendus des diplomates, des représentants des partis politiques ou d'institutions haïtiennes et les amis de l'ancien chef de l'État. Plusieurs hommages lui ont été rendus bien avant dans plusieurs autres villes. Et en sport, les Jeux Olympiques Tokyo 2021 seront lancés officiellement ce vendredi par une cérémonie traditionnelle mettant en exergue l'histoire et la culture du Japon. Après les spectacles, la place sera laissée aux Jeux. Plusieurs disciplines seront au rendez-vous lors de ces Jeux Olympiques et la RDC sera représentée par la boxe, le taekwondo, l'athlétisme et le judo. Selon les programmes, les différentes délégations présentes à ces Jeux Olympiques Tokyo vont défiler les unes après les autres par ordre alphabétique japonais. Comme à l'accoutumée, c'est la Grèce, pays où sont nés les Jeux Olympiques, qui devra ouvrir le bal. La France et les États-Unis vont clôturer les défilés, étant donné qu'ils vont accueillir respectivement ces JO en 2024 et 2028. Réunis ce jeudi avec tous les directeurs techniques nationaux et secrétaires généraux des différentes fédérations, la commission des compétitions de ces Olympiades a rendu public le calendrier des différents matchs et combats selon les disciplines. En boxe, les Léopards sont fixés sur leurs adversaires. Marcela Sakobi a hérité de la Philippine Pete Sionesti. Yumba Thérèse sera face à la Ouzbek Kodirova. Le très déterminant David Chama va boxer contre le Camerounais Seyin Chengwe et Mbaya Fiston sera opposé au Japonais Narimatsu Daisuke. En taekwondo, dans la catégorie 67 kg, Katoka Naomi a hérité de l'Ivoirienne Ruth Gbagbe. Elles vont s'affronter lundi à 4h heure de Kinshasa. En judo, Marie Brancer sera face à la Russe Babitieva, alors qu'en athlétisme, le représentant congolais va atterrir à Tokyo le samedi prochain. À la veille de ces JO, en football, la France a lourdement chuté face au Mexique sur le score d'un but contre 4. Hier, les éléphants U23 de la Côte d'Ivoire ont dompté l'Arabie Saoudite grâce au but de Max Alain Gradel. Ces Jeux Olympiques se tiendront du 23 juillet au 8 août 2021 au pays du soleil. Place au rappel des principaux titres du journal. 13 civils ont été tués dans une embuscade tendue dans la localité de Maïmona, à 40 km de la ville de Béni, par des membres présumés des groupes armés des ADF. Selon le directeur de l'hôpital d'Oicha, il s'agit de 13 personnes ainsi qu'un enfant. Et où en est-on avec l'exécution du projet Chile-Gelou? C'est l'essentiel de la question écrite du député national Claudel Loubaya au ministre des ITPR sur l'état de financement et de la mise en œuvre du vaste projet routier lancé par le président de la République le 17 mars dernier. Et au Japon, début des 32e Jeux Olympiques à Tokyo ce vendredi dans un contexte particulier de la crise sanitaire. Les athlètes congolais vont entrer en scène dès demain dans 4 disciplines. Ils sont au total au nombre de 7 qui représentent la RDC au JO. Fin de ce journal. Merci à vous tous de votre fidélité.
Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.